Vous êtes bel et bien dans le 20h sur Stade 24 International. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Voici les titres. À quelques pas de la rentrée scolaire 2026-2027, le syndicat des enseignants du Tchad, section provinciale de la ville de N'Djamena, interpelle le gouvernement sur l'urgence des revendications des enseignants et menace de boycott. Dans ce journal, la réorganisation des structures sanitaires du Mondou, objectif les amener à s'approvisionner en médicaments à la pharmacie provinciale d'approvisionnement. La passation de charge à l'autorité indépendante de lutte contre la corruption s'est tenue ce lundi 17 août 2026. L'un des caméras, le contrôleur général sortant, a officiellement cédé son fauteuil au contrôleur général entrant sans la présence de la presse. Je le disais, le syndicat des enseignants du Tchad, section provinciale de la ville de N'Djamena, interpelle le gouvernement sur l'urgence des revendications des enseignants. Pour éviter un débrayage général avant la reprise des cours, le syndicat exige la satisfaction immédiate des trois mesures. Le paiement du demi-salaire de février dernier, la signature du protocole d'accord relatif au décret 2850 et la levée du moratoire sur les autorisations d'études. Les explications de Fanta Assoué. Après une période d'observation, la section provinciale du 7 pour la ville d'N'Djamena renoue avec sa base. Cette rencontre a permis au syndicat de tirer les enseignements de l'année scolaire écoulée et de formuler des principales préoccupations pour la prochaine rentrée. Au cours de l'année 2025-2026, alors que les salaires étaient injustement coupés, les enseignants se sont sacrifiés jusqu'au bout pour tenir les classes, achever le programme pédagogique et organiser les examens et concours. C'est grâce à leur abnégation et à leur sens élevé du devoir que l'année scolaire a pu être sauvée. Malheureusement, face à ce patriotisme, le gouvernement a répondu par le mépris, la répression et le déni de parole. À cette occasion, le CED dénonce qu'il qualifie de non-respect par le gouvernement de certains de ses engagements envers les enseignants. Le gouvernement, en accord avec les partenaires sociaux, a arrêté un chronogramme de 45 jours et a sciemment violé le dit programme qui devait déboucher sur l'application du décret 2850. La date limite du 6 juin 2026, initialement prévue pour la signature formelle du protocole d'accord garantissant une trêve sociale durable, a été purement et simplement foulée aux pieds. Malgré l'expiration du moratoire, la section provinciale du CED déplore également le refus qu'elle juge injustifié du ministère de l'Éducation nationale de signer les autorisations d'études au profit des enseignants, tout en rappelant l'importance du secteur éducatif dans le développement d'une nation. Le CED de la ville de N'Djamena exige du gouvernement des réponses urgentes à ces revendications. Le versement immédiat et sans condition du demi-salaire retenu abusivement au mois de février dernier. La signature sans délai du protocole d'accord relatif à l'application intégrale du décret 2850. La levée immédiate du moratoire et la signature effective des autorisations d'études. De ce fait, la section provinciale 17 pour la ville de N'Djamena prend l'opinion nationale et internationale à témoin que si ces revendications légitimes ne sont pas satisfaites dans un bref délai, la rentrée scolaire 2026-2027 sera hypothéquée. Pour finir, le syndicat appelle ses membres à rester mobilisés, vigilants et solidaires en attendant les prochaines orientations de leur organisation. Direction le Mondoul, une mission de suivi et d'évaluation des politiques publiques a tenu ce lundi 17 août une rencontre d'échange avec les forces vives de la province. La rencontre s'est déroulée sous la présidence du délégué général du gouvernement Mondoul, Ahmed Abdallah Fadoul. Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des politiques publiques et des projets engagés par le chef de l'État au bénéfice des populations. Correspondance Dominique Didier nous en dit plus. Conduite par B.
Béhan Jarret, chef de mission et expert en suivi et évaluation à la cellule de suivi et évaluation des politiques et projets présidentiels. Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des politiques publiques et des projets engagés par le chef de l'État au bénéfice de la population. Dans son intervention, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandol, Ahmad Abdallah Fadoul, a salué la démarche de la mission et a souligné l'importance du dialogue avec les acteurs locaux. Il a encouragé les forces vives à contribuer activement aux échanges afin de permettre une meilleure prise en compte des réalités de terrain dans l'évaluation des politiques publiques. Il a ensuite remis au chef de mission le document relatif à tous les chantiers présidentiels dans le Mandoul. Pour sa part, le chef de mission Béhan Jarret a insisté sur l'importance de recueillir les avis, les observations et les propositions des acteurs locaux afin d'alimenter le processus de suivi et évaluation et de contribuer à l'amélioration de l'efficacité des politiques publiques, à l'amélioration de l'efficacité des politiques et projets publics. Cette cellule est l'initiative personnelle du chef de l'État. Nous allons vous écouter sans filtre. Nous n'allons enlever rien, nous n'allons ajouter rien. Tout ce que nous allons recevoir, soyez rassurés que ça sera sur la table du chef d'État, sans filtre. Donc notre mission vise les engagements du chef d'État. L'objectif ici général, c'est d'évaluer la mise en œuvre des engagements présidentiels ainsi que les autres projets structurants dans les provinces concernées de la mission. Formuler des recommandations afin d'éclairer la décision de la plus haute autorité qui est le chef de l'État. Cette rencontre constitue ainsi une étape importante dans le renforcement du dialogue entre les institutions publiques et les populations en vue d'une meilleure efficacité de l'action publique et d'un développement durable de la province du Mandoul. On reste avec Dominique qui nous parle de la réorganisation des structures sanitaires afin de les amener à s'approvisionner en médicaments à la pharmacie provinciale d'approvisionnement du Mandoul. Ce lundi, le conseil d'administration de la dite pharmacie provinciale d'approvisionnement a organisé sa première réunion ordinaire comptant pour le premier semestre de l'année 2026. C'est le délégué provincial de la santé, Dr Ndoué Djonga, qui a présidé les assises. Ce conseil d'administration constitue une étape importante dans le fonctionnement et le renforcement de la gouvernance de la structure chargée de contribuer à la distribution régulière des médicaments et autres produits de santé essentiels au profit des formations sanitaires de la province du Mandoul. Elle a réuni tous les acteurs de la santé dans la province du Mandoul. Le président intérimaire du conseil provincial du Mandoul, Frédéric Raikna Béaloum, a salué l'engagement du personnel soignant dans l'exercice de leur profession. Tous vos efforts sur le plan national sont reconnus. Donc de tout ce que vous faites pour la population du Mandoul, vos sacrifices quand il y a des cas de catastrophe, quand il y a aussi des épidémies, vous êtes présents et vous vous êtes donné selon la déontologie, selon ce que vous avez reçu. Donc c'est un sentiment de satisfaction pour le conseil provincial. Dans son intervention, le président du conseil d'administration, Dr Ndoué Djonga, a insisté sur la nécessité d'une gestion rigoureuse, transparente et responsable des ressources afin de garantir un approvisionnement efficace et continu des établissements sanitaires de la province du Mandoul. J'attire l'attention des conseillers que nous sommes de donner le meilleur de nous-mêmes afin que nous puissions dégager une feuille de route ou un cahier de charges bien spécifique, réaliste, permettant à la pharmacie provinciale d'approvisionnement du Mandoul d'accomplir convenablement la mission à elle dévolue. Au cours de cette réunion, les membres du conseil d'administration ont examiné plusieurs points relatifs au fonctionnement de la pharmacie, à la gestion des approvisionnements, à la disponibilité des produits pharmaceutiques ainsi qu'aux perspectives d'amélioration de ces activités. Cette première réunion ordinaire traduit ainsi la volonté des responsables sanitaires de renforcer la gouvernance, la performance et l'efficacité de la pharmacie provinciale d'approvisionnement au service de la santé et du bien-être des populations du Mandoul. 2 personnes ont perdu la vie et 13 autres ont été blessées ce lundi matin dans un accident de la circulation survenu vers 9h30 sur l'axe Mangalmé-Omhadjer, à environ 7 km de Mangalmé, dans la province du Guira. Selon les témoignages, un véhicule a fait une sortie de route avant de se renverser. Le bilan provisoire fait état de 2 décès sur le champ et de 13 blessés, dont plusieurs dans un état grave. Les victimes ont été transportées d'urgence vers les centres de santé de Mangalmé.
Le Cameroun a décroché hier le premier sacre de son histoire dans la CAN féminine et s'est imposé avec autorité face au Malawi 3-0, ce qui propulse les Camerounaises au sommet du football africain. Mais il faut dire que cette CAN féminine du football est une compétition qui est passée inaperçue auprès de nombreux amateurs de football. Selon le secrétaire général adjoint de la Ligue provinciale de football, Mbaye-Djiro Gideon, le football féminin connaît beaucoup d'évolution, mais il manque encore de communication autour de cette compétition. Suivez. Le football féminin comme il le faut. Et donc, il n'y a que les pays qui font du football féminin au même pied que le football masculin, qui essayent de faire un peu de tapage autour du football féminin. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, quand il y a la CAN féminin, on ne voit pas assez d'engouement dans des pages publicitaires, dans des communications autour de ce championnat. Mais il faudrait reconnaître que le football féminin est en train de prendre de l'ampleur et ça risque d'arriver également dans un proche avenir comme le football masculin. Au départ, quand les gens ont créé le football féminin, c'était très difficile. Vous allez voir que dans les pays Maghreb, on permettait que les filles jouent avec des ibayas, avec des survêtements, mais au fur et à mesure que le football féminin prend de l'ampleur, aujourd'hui, vous voyez l'Algérie, l'Égypte, ces pays maghrébiens, le Maroc, tout ça, ils jouent comme des garçons, ils jouent dans des pays où la religion musulmane empêche qu'une fille sorte avec des culottes, des shorts. Mais aujourd'hui, si on arrive à ce que les filles musulmanes dans des pays arabes jouent comme des garçons, ça veut dire que le football féminin a évolué. Aujourd'hui, si vous prenez le Cameroun par exemple, avec l'arrivée de Eto'o à la tête de la fédération, il a instauré que toutes les filles qui signent la licence ont un salaire. Et vous avez vu le rendement. Aujourd'hui, hier, elles étaient sacrées pour la première fois de leur histoire. C'est parce que depuis 2 ou 3 ans, le championnat camerounais a pris un envol. Et ce qui a fait que les filles ont aimé la chose. Et puis aujourd'hui, elles ont travaillé vraiment dur. Regardez, elles ont sorti le Nigeria, champion d'Afrique. Elles ont sorti le Maroc, qui est pays hôte. Et donc, elles étaient parties en finale tête haute. Et ce qui les a permis de gagner hier facilement la finale face au Malawi. La 17e réunion de la conférence des parties COP17 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est ouverte ce 17 août. Les représentants et experts de 197 pays du monde se rassemblent en Mongolie, autant pour moi, pour chercher les voies et moyens d'arrêter la dégradation des sols, la sécheresse et valoriser le pastoralisme. Les écologistes ont relevé qu'à l'échelle mondiale, la désertification et la dégradation des terres affectent 40% de la superficie terrestre et chaque année, 100 millions d'hectares de terres saines deviennent improductives. Faisons aussi le tour de quelques actualités internationales avec Mikila Odette. RDC Congo, l'épidémie d'Ebola qui sévit officiellement en République démocratique du Congo a fait désormais 2325 morts sur 4945 cas confirmés depuis sa déclaration officielle le 15 mai. Cette épidémie dépasse ainsi les 2300 décès enregistrés lors de l'épidémie de 2018 à 2020 qui avait fait 3381 cas confirmés. Cette 17e épidémie d'Ebola devient donc la plus meurtrière de l'histoire de la RDC. Selon les Nations Unies, le virus tue désormais une personne toutes les 30 minutes dans le pays. L'épidémie touche 6 provinces congolaises. La négation de l'existence du virus, les difficultés logistiques, l'absence de vaccins adaptés à la souche Bundibugyo, ainsi que les revendications des professionnels de santé compliquent la riposte. En Zambie, le président sortant Hakainde Hichilema est arrivé en tête dimanche de l'élection présidentielle, alors que plus de la moitié de circonscriptions avaient été dépouillées selon la commission électorale, une tendance qui le place en bonne position pour remporter la victoire dès les premiers tours. Selon la commission électorale, Hakainde Hichilema, âgé de 64 ans, a recueilli 1 544 140 voix, soit 58,87% dans 135 des 2026 circonscriptions du pays. Son principal viral brillant
Mundubil a obtenu 1 030 662 voix parmi les 14 candidats en lice. Pour remporter l'élection dès le premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages valables exprimés. Dans le cas contraire, les candidats arrivés en tête s'affrontent lors d'un second tour. Si le scrutin de jeudi s'est déroulé dans un climat globalement serein, la période précédente l'élection a été marquée par des accusations de l'opposition faisant état d'intimidation, d'arrestation, d'enlèvement et de violence. Lors d'un incident, un agent électoral âgé de 57 ans dans un township situé à la périphérie de la capitale, Lusaka, est décédé le jour du scrutum après avoir été agressé par un groupe d'hommes, selon la police. 9 suspects ont été arrêtés. Les missions d'observation, dont celle de l'Union européenne, ont appelé les différentes parties à modérer leurs propos incendiaires dans l'attente des résultats définitifs attendus lundi. La commission électorale avait suspendu le dépouillement pendant environ 6 heures vendredi après des informations faisant état de violences contre le personnel électoral et d'un vol présumé du bulletin de vote marqué. Quelques heures plus tôt, Brian Mundubil, âgé de 55 ans, avait revendiqué la victoire dès le premier tour et affirmé que son parti avait également remporté la majorité au Parlement. Ainsi prend fait cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.